Ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bonsoir à tous. On est très heureux d'avoir aujourd'hui donc un de nos camarades, Samy Sissette, qui est X 2014 et qui est donc un des sous-préfets à la relance, dont on a, pour certains d'entre vous, entendu parler parce qu'ils vont mettre en œuvre le plan de relance au niveau territorial. Mais ça, Samy va nous en parler. Donc, avant de lui laisser la parole pour une quinzaine de minutes, je te propose, Samy, si tu peux dire quelques mots sur ton parcours et ensuite nous parler de ton rôle de sous-préfet à la relance donc dans l'Isère, où tu es, et puis avant qu'on démarre une session de questions-réponses avec toi. Voilà, Samy, c'est à toi pour une quinzaine de minutes, si ça te convient. Très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Merci Laurent pour l'invitation à ce webinaire qui va permettre d'aborder les points du plan de relance notamment et le rôle du sous-préfet à la relance. Donc, mon parcours, c'était que j'étais de la promotion X 2014, comme ça a été évoqué, et j'ai fait ma quatrième année à l'école des mines en machine et énergie. Et j'avais notamment fait aussi des stages de recherche aux États-Unis, à Harvard et Berkeley, où j'ai travaillé sur la physique et l'énergie également. Et puis, le début de carrière que j'ai eu, c'était tout d'abord chez Engie, où j'ai travaillé sur la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ensuite, chez Pearson, où j'ai travaillé sur un projet de service d'apprentissage en ligne, où j'étais chef de projet, voilà, pour l'ESSEC. Et puis enfin, j'étais responsable des études d'une école d'ingénieurs à Cergy, l'école de biologie industrielle, où je pilotais le service des études pour les 850 étudiants. Alors la particularité, c'est qu'à partir du mois de mars 2020 est arrivée la pandémie en France et le passage des cours en ligne. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point c'était important de s'impliquer, parce que c'était une période aussi où il y avait beaucoup de commentaires. Et c'était intéressant d'avoir beaucoup de commentaires sur la politique, sur les mesures qui sont possibles, etc. Et je me disais que c'était quand même intéressant aussi à l'échelle où c'était possible de participer à l'action, aux actions qui allaient être menées. Et il se trouve qu'en septembre 2020 a été lancé le plan de relance, le plan France Relance de 100 milliards d'euros à l'échelle nationale, avec trois volets, comme vous le savez, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et à cette occasion a été annoncée également la nomination de 30 sous-préfets à la relance dans des départements et des régions, des préfectures de départements et des préfectures de régions. Et donc en particulier, je suis sous-préfet à la relance auprès du préfet de l'Isère. Donc je travaille ici au chef-lieu de Grenoble et puis je parcours l'Isère au contact des élus, des parlementaires, des collectivités, des associations, des entreprises, pour savoir quelle est l'application de ce plan, comment se passe cette application, qu'est-ce qui fonctionne moins. Et en fait, on se rend compte que une fois que le plan a été mis en place avec cette enveloppe globale de 100 milliards d'euros, en fait, il y a toujours des mesures qui fonctionnent beaucoup mieux que prévu et d'autres qui fonctionnent un peu moins que prévu. Et c'est important de voir quels sont les motifs de ces écarts de fonctionnement et comment rééquilibrer éventuellement le plan, comment faire en sorte que le plan soit mieux connu sur les mesures qui ont moins de succès. Voilà. Donc, mon rôle ici en Isère, c'est de concerter, d'associer l'ensemble des acteurs, comme j'ai dit, parce que la relance, ça doit permettre de répondre aux besoins locaux. En fait, c'est important de voir les associations, les élus, qu'est-ce qu'ils pensent de la relance. Et puis, donc, il y a des éléments sur lesquels il y a des points de progression qui sont visibles et c'est important de les remarquer. Voilà, donc je suis à l'écoute des différents bénéficiaires qui peuvent aller des jeunes, du plan Un jeune, une solution, jusqu'aux entreprises, en passant par les collectivités, comme je l'ai indiqué. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est d'assurer la lisibilité, parce que les mesures sont très nombreuses. Le plan est avec 70 mesures, mais à l'intérieur de ces mesures, même, il y a plusieurs éléments de détail, des éléments qui peuvent aussi fluctuer suivant l'ajustement des mesures. Donc, l'objectif, c'est aussi d'assurer la lisibilité, l'accessibilité des mesures, de faire en sorte que les mesures soient bien connues, parce que ce serait vraiment dommage que ce plan soit connu que de quelques-uns et que ces quelques-uns, finalement, ce soit ceux qui n'auraient pas eu vraiment besoin de ces mesures, en fait. Et donc, on a vraiment en tant que sous-préfet à la relance, on a un enjeu important vis-à-vis de la connaissance des mesures, notamment des personnes, par exemple, qui peuvent être en quartier prioritaire de la ville, des personnes qui peuvent venir de tout milieu, en fait. Et c'est important de remarquer comment faire en sorte que ces mesures soient connues. Donc, ça peut passer par différents médias. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un média central, c'est le site de France Relance,
plan-de-relance.gouv.fr qui est connecté au site du ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui regroupe vraiment toutes les mesures. C'est ça qui est quand même bien, c'est que c'est centralisé sur un seul site. C'est-à-dire que n'importe quelle collectivité, association, entreprise, particulier va sur ce site et puis après sélectionne les filtres. Et suivant les filtres qu'il sélectionne, on peut choisir les mesures qui peuvent l'intéresser. Voilà, c'est déjà le premier élément. Mais c'est important de relayer les informations par d'autres supports. Donc, par exemple, en Isère, ce qu'on fait, c'est qu'on publie régulièrement une lettre de la relance. On est à le cinquième numéro de la lettre de la relance. Donc, on la diffuse aux différents partenaires sociaux, partenaires économiques, aux élus, aux parlementaires. Et on la diffuse également sur le site, en libre accès, sur le site de la préfecture, pour voir où en sont les mesures, au fur et à mesure qu'on sache qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Donc, ce qui a été mis en œuvre pour le moment, c'est que il y a eu 10% du plan qui a été réalisé sur l'année 2020. 40% sera réalisé sur l'année 2021 et 50% sur l'année 2022. Voilà le projet. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur les mesures, il y a déjà des bonnes réussites, notamment en Isère, sur lesquelles il y a déjà 2500 personnes qui auront pu bénéficier là, de MaPrimeRénov', par exemple, parce que c'est un des premiers enjeux, c'est la rénovation énergétique. Donc, on a déjà 2500 Isérois qui vont bénéficier de MaPrimeRénov'. On a 113 bâtiments publics, 113 projets de bâtiments publics qui vont être rénovés ici, qui vont bénéficier d'une rénovation. Et ça fait un total de 85 millions d'euros rien que pour l'Isère. Donc, je parle vraiment pour le département. Donc, c'est pour voir vraiment à l'échelle locale ce qui peut se passer. Et sur ces 113 bâtiments publics, il y a notamment le CEA, l'Université Grenoble-Alpes, qui vont bénéficier d'aides assez massives. Par exemple, l'université va bénéficier de 32 millions d'euros pour la rénovation de ces bâtiments sur plusieurs projets, plusieurs bâtiments, parce que c'est quand même une très grande université. Donc, 32 millions d'euros pour différents projets sur l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, le total, ça fait 85 millions pour les bâtiments publics. Et puis, aussi 5 000 bonus écologiques et primes à la conversion, notamment pour l'Isère, qui vont être versés ou qui ont été versés là sur les derniers mois jusqu'à aujourd'hui. Donc, on regarde les indicateurs pour voir aussi est-ce que finalement, il y a des mesures sur lesquelles l'Isère est moins performante que d'autres départements. Voilà. Donc là, par exemple, sur les bâtiments publics, l'Isère est bien plus performante que d'autres départements parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments publics qui nécessitaient une rénovation, telle que j'ai dit, telle que l'UGA, l'université, le CEA, par exemple. Mais il peut y avoir des mesures sur lesquelles on peut faire mieux. Et on regarde ici comment faire mieux connaître ces mesures, notamment, par exemple, sur la transition agricole, sur l'élevage, les mesures qui sont liées à la relance dans ces domaines-là. Il faut qu'elles soient aussi connues que les mesures industrielles. Voilà. Donc, les volets sur lesquels je travaille le plus, quand même, en Isère, je travaille un peu sur tous les secteurs, évidemment, parce que le plan concerne tous les ministères, mais je travaille en particulier au niveau des secteurs économiques sur l'industrie et le BTP. Voilà, c'est quand même important qu'on puisse soutenir ces secteurs-là en Isère, parce que c'était des secteurs qui étaient assez performants. En Isère, le taux de chômage était passé de 8,7% en 2015 à 6% en 2020. Donc, il y avait vraiment eu une baisse assez importante depuis 2015. En 5 ans, une baisse de 2,7 points. Et puis, depuis 2020, bah, ici, le chômage commence à remonter. Là, il est au troisième trimestre, il était à 7,4. Ici, 7,4% de ce troisième trimestre 2020. Il est en train de remonter là progressivement. Et malgré le fait que il y a quand même encore beaucoup malgré le fait qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui bénéficient de l'activité partielle, en Isère, ça concerne 380 000 personnes, 380 000 Isérois ont bénéficié de l'activité partielle pour un total à ce jour de 330 millions d'euros. Encore une fois, rien que pour le département, 330 millions d'euros. Donc, ce chiffre continue d'augmenter de semaine en semaine, puisqu'il y a encore des personnes qui sont en activité partielle, bien sûr. Voilà. Un des volets importants également, c'est de faire en sorte que les appels à projets soient bien diffusés. Parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est automatique, par exemple la baisse des impôts de production. Là, c'est automatique, on n'a pas vraiment besoin de diffuser l'information, juste de la faire connaître pour qu'on puisse réinvestir en France, réinvestir dans les départements. Mais il y a au-delà de ces mesures automatiques, il y a des mesures qui nécessitent des candidatures, donc des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Et puis, sur ces premiers appels à projets, il y a déjà eu des lauréats isérois. Il y a eu plus d'une douzaine là, d'entreprises qui vont bénéficier d'aides majeures, notamment l'entreprise Aledia, qui est spécialisée dans les micro-LED, qui va bénéficier d'une aide de 5 millions d'euros pour construire un nouveau site industriel dans le sud de Grenoble,
qui va recruter plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est un enjeu au niveau de l'emploi, au niveau de la technologie aussi, les micro-LED. Donc, par exemple, voilà, sur ces appels à projets. Il y a aussi des lauréats en Isère sur le secteur, sur les appels à projets automobiles, aéronautique, industrie décarbonée. Voilà, sur différents appels à projets, il y a déjà eu des lauréats d'entreprises iséroises. Mais voilà, il faut qu'on fasse encore un peu plus connaître les mesures pour qu'on puisse avoir les entreprises qui ont les meilleurs projets qui puissent aboutir à devenir lauréats lors de ces appels à projets et appels à manifestation d'intérêt. Et puis enfin, il y a le volet de cohésion sur lequel il y a beaucoup d'actions qui sont nécessaires pour faire connaître le fait que une très très grande partie du plan de relance, c'est le plan Un jeune, une solution, avec vraiment un nombre de mesures qui est très très élevé, notamment pour le recrutement des jeunes, 4 000 € d'aide pour les entreprises qui recrutent des jeunes en CDD ou de plus de 3 mois ou en CDI jusqu'au 31 mars. Avant, c'était prévu jusqu'au 31 janvier, mais ça a été prolongé là jusqu'au 31 mars. Des aides aussi pour les contrats d'apprentissage, par exemple, 8 000 € pour les contrats d'apprentissage pour les plus de 18 ans. Donc, en Isère, ça a fait là 4 000 aides ont été versées pour l'embauche des jeunes, déjà, et 3 000 aides ont été versées pour les contrats d'apprentissage. Et il faut qu'on fasse encore mieux. Il faut qu'on fasse encore mieux en 2021. Il faut qu'on fasse mieux connaître ces mesures et que les jeunes soient recrutés. Donc, lorsque je vais voir une entreprise, je parle de tous ces éléments-là. Je parle de tous les volets. Si c'est une entreprise industrielle, je parle des appels à projets, du fait qu'elle bénéficie des impôts, des baisses d'impôts de production, mais je parle aussi du volet écologique, voir comment ces projets pourraient s'inscrire dans une démarche de développement durable, d'une part. Et puis, je parle aussi du volet de cohésion, comment l'entreprise pourrait recruter davantage de jeunes, par exemple. Voilà. Et donc, à chaque fois, dans toutes les discussions, c'est cette discussion transversale qu'on a avec les différents interlocuteurs pour que tous les volets avancent en même temps avec les différents interlocuteurs. Parce qu'on ne pourra pas se contenter, malheureusement, de parler que d'industrie aux industriels, de recrutement aux jeunes et d'écologie à ceux qui souhaitent travailler sur ces projets-là. Voilà, il faut qu'on puisse avoir une démarche qui est plutôt transversale. Et un des enjeux, c'est aussi d'aller vite. Voilà, aller vite pour contribuer efficacement à la relance. C'est important que les fonds soient décaissés dès maintenant parce que c'est vrai qu'on pourrait réfléchir encore plusieurs trimestres, plusieurs semestres sur quelles seraient les mesures qui seraient les plus adaptées et les projets d'entreprise qui sont les plus adaptés pour la relance, etc. Mais si à la fin, le projet il aboutit pour dans 1 an et demi ou 2 ans ou 2 ans et demi, l'impact il sera trop tardif. Donc, oui, l'important, c'est aussi d'aller vite et d'être efficace. Et dès qu'on voit qu'il y a des projets qui sont intéressants, on les lance tout de suite, même si c'est vrai que si on attendait peut-être 6 mois de plus, on aurait peut-être un projet qui mettrait encore plus de subventions. Voilà, il faut quand même aller vite sur cette relance. Et enfin, on veille à faire connaître, voilà, comme je disais, les différentes mesures. Et je pense qu'à ce jour, elles sont quand même assez bien connues, mais il y a encore des disparités. Disparités suivant suivant le statut, suivant quand on soit une entreprise ou une collectivité ou un particulier. Il y a des différences de connaissance des mesures et c'est important de diffuser vraiment à tous les secteurs économiques, tous les acteurs de politique, tous les acteurs économiques pour que les mesures soient connues vraiment de tout un chacun. Voilà. Et enfin, on travaille vraiment en réseau, comme je disais aussi, voilà, au-delà de la communication, on travaille en réseau puisqu'on est 30 sous-préfets à la relance. On travaille en réseau avec notamment le secrétaire général de France Relance, qui travaille au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, pour ajuster les mesures aussi, pour réfléchir à l'ajustement des mesures. C'est pas nous qui ajustons, bien sûr, mais on réfléchit à quelles sont les manières pour que, en gardant l'enveloppe globale, on puisse faire en sorte que les mesures qui sont très demandées bénéficient peut-être davantage d'aide et pas uniquement que ce soit le premier arrivé qui soit le premier servi, mais que si on voit qu'il y a, par exemple, il y a des appels à projets sur lesquels il y a 5 fois, 10 fois plus de candidats que de lauréats, qu'on puisse quand même avoir davantage de lauréats parce que on se rend compte que ce serait dommage, par exemple, que sur la digitalisation des TPE-PME, il y ait uniquement les premières arrivées qui bénéficient de cette digitalisation. On se rend compte que, par exemple, s'il y a plus de TPE-PME, malgré le fait que l'enveloppe avait été évaluée dans un premier temps sur un certain chiffre, si on voit qu'il y a plus de TPE-PME qui auront cette ambition et qui vont pouvoir être plus performantes grâce à cette digitalisation, qu'on puisse réévaluer et rééchelonner tout en restant dans l'enveloppe globale, c'est-à-dire en
en regardant quelles sont les lignes budgétaires qui n'ont finalement pas été utilisées durant ces mois. Voilà. Donc voilà pour cette présentation assez rapide. Donc je suis à l'écoute de vos questions. Merci Samy, c'était vraiment passionnant et c'est concret. Donc on voit que les sous-préfets à la relance sont les chevilles ouvrières de la mise en œuvre du plan de relance. Alors, j'ai déjà des questions. Donc, il y a Bertrand Lépinois qui suit avec attention toutes les actions de relance en France. Alors, il te demande quels sont les liens et relations avec les RUI. Donc, j'ai regardé sur Internet, je ne savais pas ce que c'était. C'est référent unique à l'investissement, si je ne me trompe pas. Et notamment avec notre camarade, alors, Jean-Hélène Ruiora. L'Anglo-Marine, Jean Langlois-Marine. Ah oui. Oui. D'accord. Oui. Okay. Voilà, qui est le RUI de la région Aura. Ouais. Bonsoir Samy. Bonsoir, oui. Ouais, nous sommes de la même promotion avec Jean Langlois. Oui, c'est ce que… Oui. Très bien. Très bien. Et alors, on échange régulièrement. On a un échange régulier à l'échelle de quelle manière? Comment, pardon? De quelle manière? Comment vous vous organisez pour transversaliser vos informations, pour mutualiser, pour améliorer votre efficience? Alors, tous les jeudis, actuellement, tous les jeudis matins, on a une réunion régionale avec tous les référents État. Donc, tous les référents État de chaque département se réunissent par actuellement, c'est par visioconférence. Oui. C'est pas à Lyon. Mais à cette occasion, justement, on échange avec notamment Jean Langlois-Merine, qui représente notamment la Directe et puis qui travaille au SGA, sur ces questions et sur la mise en application concrète des mesures. Et ça vous permet de fluidifier quel type de difficultés, par exemple? Est-ce qu'il y a tu pourrais illustrer une victoire particulière sur le temps, sur la complexité? Ici, on se rend compte, par exemple, sur le volet territorial, sur la territorialisation, le fait qu'il y ait des enveloppes qui soient accordées aux différentes collectivités. Il y a différents dispositifs qui sont envisagés. Et la réflexion qu'on a à l'échelle régionale, c'est comment faire en sorte qu'on ait, par exemple, un schéma assez simple qui reprenne les différents dispositifs, plutôt qu'on ait, c'est vrai, des différentes circulaires qui arrivent et qui indiquent les différents dispositifs qui sont mis en place. Si on peut avoir un schéma bilan qui reprend l'articulation des dispositifs, c'est beaucoup plus clair pour chacune des collectivités de savoir comment s'y retrouver et savoir sur quelle enveloppe budgétaire ces projets vont pouvoir être mis en œuvre, par exemple. Voilà, donc ça c'est une application concrète sur de la réflexion qu'on a. Et puis par ailleurs, on regarde tous les jeudis, ce qu'on regarde, c'est quel est l'avancement des différents appels à projets, parce que les dates peuvent un petit peu fluctuer aussi. C'est-à-dire qu'il y a un calendrier général qui est fixé, et sur ce calendrier général, c'est souvent noté début 2021. Il n'y a pas vraiment une date qui avait été fixée, donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que sont communiquées vraiment les dates de début, les dates de fin d'appel à projet, et puis qu'on a aussi des informations sur le niveau de demande dans chaque département. Et parfois, on nous rappelle que sur un appel à projet, par exemple, il n'y a pas eu de candidat en Isère, alors qu'on sait que c'est un secteur qui est très porteur en Isère, voilà, par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez est-ce que vous trouvez, est-ce que vous rencontrez de façon suffisamment nombreuse des dossiers de relocalisation versus des dossiers qui sont fléchés vers les territoires d'industrie? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont des vraies localisations ou relocalisations? Donc, je parle du volet national, volet national sur les secteurs stratégiques versus voilà. Est-ce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une masse significative, ou même dans ton département? Ah oui. Ici, il y a une part importante de relocalisation. Il y a justement un appel à projet de relocalisation. Et il y aura les lauréats qui vont être annoncés très prochainement aussi. D'accord, une nouvelle vague alors. Oui, c'est ça, exactement, qui va être annoncé très prochainement par la ministre chargée de l'Industrie. Et puis, les différents appels à projets, c'est vrai que les appels à projets d'industrie sont parfois un petit peu tangents, c'est vrai aussi, entre les différents appels, entre différentes possibilités. C'est-à-dire que si on a un projet qui va faire en sorte que l'industrie ne soit pas délocalisée, c'est vrai que c'est aussi un projet qui peut être un projet de territoire d'industrie, c'est vrai. Donc, c'est vrai que parfois, c'est des projets qui peuvent être tangents et qui pourraient bénéficier de différents types de mesures. Voilà. La frontière est pas, mais par contre, lorsqu'on bénéficie d'un appel à projet, on ne bénéficie pas de l'autre, c'est l'un ou l'autre. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est clair, et ça revient au même quelque part. C'est quelque part le même appel à projet, c'est la même plateforme.
C'est ça. Le traitement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, un candidat qui ne serait pas lauréat, on le redirige quand même. On le redirige vers une autre piste ici qui peut donner accès peut-être même aux mêmes subventions et sur un appel à projet qui est peut-être moins demandé aussi, par exemple. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait différentes vagues, ça va quand même aider parce qu'il y a eu certains appels à projets sur lesquels, dès la première vague, il y a eu vraiment beaucoup de demandes et ça va être réajusté sur la suite. Les enveloppes de 2020 avaient saturé assez rapidement. Oui, voilà. Oui. Mais elles ont été renouvelées. On repart jusqu'à juin 2021, ou même, j'imagine que l'horizon temporel de ces appels à projets, donc de relocalisation, de modernisation, sont appelés à être poussés et à traverser 2021, je présume. Ah oui. Même 2022. Enfin. Ah oui, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est même 50% des fonds qui vont être décaissés en 2022. Donc, absolument, oui, tout à fait. On sera normalement à la moitié à décembre 2021. Fin 2021, voilà, oui. c'est ça. Okay, super. Bon, je ne veux pas monopoliser. J'ai bien d'autres questions, mais mais alors, Samy, deuxième volet. Oui. On est lauréat, on touche des subventions sur un investissement. Il y a une part de subvention, mais néanmoins, il faut aussi que le bilan de la boîte, qui a pu être déformé par la crise, soit en bonne condition. Et là, oui. on a les deux dispositifs de renforcement de fonds propres. Oui. Le plus récent qui a été préannoncé le 28 janvier par Bruno Le Maire, mais qui n'a pas été formellement annoncé, mais dont on connaît bien tous les détails, sur les prêts participatifs, les obligations, le rôle des fonds d'investissement avec les assurances derrière, etc. Cette fameuse fonctionnement. Et puis on a aussi la charte, la labellisation en relance de fonds d'investissement. Et tous ces gens-là sont là pour accompagner, j'espère et je pense, les sociétés qui en ont besoin, parce qu'il faut avoir des fonds de roulement équilibrés, il faut avoir un fonds de roulement correct pour pouvoir assumer des investissements, même sous déduction des subventions. Et donc là, qu'est-ce que vous, ça c'était le contexte, toi, qu'est-ce que tu vois éventuellement sur ton cockpit, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as comme interaction éventuellement avec des gens comme la Banque de France, au niveau de la médiation du crédit, sur les structurations, le restructuring des boîtes qui ont certainement besoin pour pas mal d'entre elles, de telle manière à ce qu'elles elles abaissent leur gearing, ou en tout cas qu'elles aient des ressources permanentes plus fortes, de telle manière à pouvoir pour assumer leurs investissements. Oui, alors ici, le traitement des dossiers et l'accompagnement vraiment sur le fond d'un dossier, par exemple, de restructuration, là, c'est vrai que c'est réalisé par plutôt la BPI. C'est plutôt la BPI ici qui est en contact direct avec l'entreprise. Après, ce qu'on peut faire, c'est rediriger une entreprise qui, par exemple, est en difficulté, qui n'a pas pensé à ce soutien qu'il peut avoir de la part de l'État, rediriger vers la bonne agence de l'État. Ça peut être la DREAL, la Direct, la BPI, voilà. Et vous avez ce type de demande? Vous avez des dirigeants ou des CFO de boîtes qui recherchent la bonne solution, qui recherchent les bons guichets pour le faire, ou alors c'est transparent pour vous et vous ne le voyez pas? Pour le moment, ici, les entreprises ont connaissance de ces services de l'État. C'est-à-dire que les entreprises qui auraient besoin de restructuration, qui déposent un appel à projet, connaissent le service et connaissent les différents services. Néanmoins, c'est souvent les TPE-PME qui peuvent avoir des difficultés. Mais souvent, là, pour le moment, ce n'est pas vraiment des restructurations pour réfléchir à de nouveaux projets. C'est du vrai restructuring. Non ? C'est du vrai restructuring. C'est de la situation de difficulté. Oui, voilà, ça peut être la situation. Ça touche peut-être les administrateurs judiciaires, les conciliations, les mandats ad hoc, etc. Mais voilà, là, c'est un peu différent. Mais je ne parlais pas de ça. Et là, j'imagine que les CRP, il y a des rôles des CRP qui existent toujours, je présume. Entendu, pardon? Les CRP, les commissaires existent toujours dans les directs, et eux, est-ce qu'il y a des connexions entre est-ce qu'il y a des liens ou des synergies entre les CRP et d'autres services économiques de l'État et la Banque de France sur le traitement de dossiers pour éviter une cessation des paiements, éviter une sauvegarde, ou tu vois, rediriger dans le fondamental quelque chose qui pourrait avoir de la valeur et qui est dans le territoire et qu'il faut essayer de sauver avec les emplois aussi qui vont avec, etc. Oui, il me semble. Après, faudrait revérifier auprès d'eux ici, mais il me semble que oui, il y a des contacts assez étroits avec les CRP. Bon, c'est une aventure complètement passionnante, en tout cas. Je comprends ta passion. J'essaie de suivre ça au plus près aussi, en tant que consultant, pour accompagner des boîtes.
Donc, je suis basé à Lyon, donc je suis dans la région. Voilà. Mais on opère dans différentes régions de France également. Et je suis en relation avec différents RUI, différents collègues de gens. Voilà. Par contre, tu es le premier sous-préfet parmi les 30, ou même il y en a plus maintenant, je crois. Il y a une nouvelle vague de nominations, j'écoute. Alors, et on ne vous voit pas souvent. Donc, j'étais très intéressé de pouvoir t'écouter et te voir, parce qu'on parle très très peu. Il y a un grand silence, il y a comme une chape de plomb sur ce rôle qui pourtant est extrêmement fourmillant, extrêmement varié, et il y a très peu de communication. Oui. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très heureux. Voilà, pour que ce soit, il n'y a pas cette chape, il n'y a pas lieu d'être, justement, parce qu'il faut diffuser les éléments, justement. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que on n'a pas un budget de communication exceptionnel qui nous permettrait de faire connaître à l'échelle départementale et régionale les mesures. Juste sur le fait qu'il y ait 30 sous-préfets à la relance, en fait, oui, il y en a 30 qui ont été nommés là désormais. Et puis, sur les départements qui n'ont pas de sous-préfet à la relance proprement parlé, en fait, c'est un sous-préfet usuel de la préfecture qui prend cette fonction de la relance. Voilà. Qui est bien référent de la relance. Voilà. Souvent, c'est le secrétaire général de la préfecture. Voilà. Ça peut être aussi un sous-préfet d'arrondissement. Oui, sur Lyon, par exemple. Oui, pour le Rhône, par exemple. Oui, pour le Rhône, ce sont des sous-préfets d'arrondissement. Voilà, oui, pour le Rhône. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 sous-préfets à la relance, donc dans le Cantal, la Haute-Loire et l'Isère. Sur les 9 autres départements, ce sont des sous-préfets qui étaient présents en préfecture auparavant qui deviennent référents de la relance. Voilà. D'accord. Super. Vas-y, encore Bertrand. Comment fonctionne, de ton point de vue, et quelle est ton implication dans les instances de ce qu'on appelle le SER, les services de l'État en région, les services économiques de l'État en région? Est-ce que tu es nommé dans ce type de structure? Tu es en transversal? Tu es en réseau? Comment ça fonctionne? Alors, je sais que Jean est également proche de ces sujets-là. Quelle est la cartographie un petit peu des acteurs clés par rapport au SER? Oui. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, on dit peut-être SER, je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Alors, il y a les services de l'État sont regroupés en services départementaux et services régionaux. Donc, par exemple, la directe, c'est une direction régionale. Si la directe qui s'occupe de l'économie et l'emploi, c'est une direction régionale. Et lorsqu'il y a une direction régionale, il y a juste une unité départementale quand même dans chaque département de la direction régionale. D'accord. Ici, moi, je suis beaucoup en contact avec l'UD38, c'est-à-dire l'unité départementale de l'Isère, de la direction régionale, la directe, en fait. Voilà. Donc, mes interlocuteurs les plus fréquents, ce sont les unités départementales, lorsque c'est une direction régionale, et puis aussi les directions départementales. Donc, par exemple, dans les services de l'État, dans chaque département, il y a une direction départementale des territoires, la DDT, par exemple, voilà, la DDT. Ça, ici, c'est directement, voilà, on est en contact direct avec la direction départementale. Voilà. Vous avez, quel est quel système de reporting comment vous consolidez au sommet, comment vous alimentez les sites qui sont fort bien faits, qui donnent l'état de l'art, je l'ai devant les yeux, là, c'est le plan de relance tableau de bord, le fameux tableau de bord qui a changé de format d'ailleurs très récemment et qui s'est modernisé d'ailleurs aussi, mais qui est une fabuleuse machine pour visualiser ce qui est en train de se faire, ce qui vient de se faire, ce qui est en cours. Est-ce que le phénomène est performant, c'est de la remontée d'informations, ou est-ce qu'au contraire c'est lourd, c'est compliqué, puisque tu parlais d'éléments qui visent à simplifier, comment faire pour améliorer et pour faire vite et pour faire savoir en même temps. Ça, c'est un instrument de communication qui est majeur. Enfin, c'est un outil très propre pour tous les autres appareils pour savoir ce qui se passe. Quel est ton avis sur le fonctionnement de cette base de données sur laquelle on s'appuie régulièrement pour avoir des infos critiques? Oui, alors il y a des aspects quantitatifs et des aspects qualitatifs. Les aspects quantitatifs, c'est-à-dire le tableau de bord avec les chiffres, ceux-là sont donnés directement par les ministères, en fait, parce que ce sont les ministères qui traitent. La plupart des appels à projets, après, sont traités à Paris. Ils sont traités de manière nationale. Et puis après, ils évaluent suivant les projets. Il n'y a pas d'enveloppe accordée à chaque département.
ici, ils peuvent voir s'il y a D'accord. plus de projets intéressants dans le département, ils en prennent plus, etc. Voilà. Et donc, après, ils regroupent donc toutes ces données qui sont directement à Paris, ils les regroupent sur le site et donc ça donne voilà, ces données chiffrées tout de suite sur le site du gouvernement. Et par ailleurs, nous, notre objectif, c'est de faire des remontées plus qualitatives, justement, pour savoir ici quelle est l'impression, parce que ce qui est reçu à Paris, c'est les dossiers avec les cases qui sont remplies. Mais on ne sait pas, est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été bien compris, est-ce que les appels à projets sont connus, etc. Donc, tous Je ces comprends. éléments-là, ça, ce sont des remontées, c'est-à-dire sous forme de texte, où on explique, et aussi sous forme de vidéoconférence, où on en discute avec les autres sous-préfets à la relance et avec les ministères, où on discute vraiment de la mise en œuvre au-delà des chiffres qu'on voit sur les tableaux des ministères, mais vraiment sur le terrain, qu'est-ce qui est ressenti en fait. Et ça passe notamment par des comptes rendus écrits assez courts qu'on envoie par département et qui sont centralisés de manière à ce qu'on puisse voir quelles sont les difficultés. Et on peut se rendre compte que souvent, ce sont des remontées qui sont similaires en fait entre départements. Donc, c'est pour ça que cette Oui. discussion entre sous-préfet à la relance, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses sur le terrain qui ne sont pas juste propres à l'Isère, mais qui peuvent être vues sur chacun des terrains. En fait. Et après, ça peut conduire justement à des améliorations à l'échelle nationale. De bonnes pratiques, c'est ça. Vous pouvez améliorer vos pratiques Voilà. de ce fait-là. Ouais. Oui. Ouais, je comprends. Moi, j'avais une question. Merci, Samy, pour toutes Oui. ces informations. Merci. Justement, il y a 15 jours, là, on avait écouté Marion Guillou donc, qui nous parlait d'une initiative de la métropole toulousaine et qui avait apparemment bien marché. Enfin, elle avait fait un rapport et elle avait proposé des pistes pour dynamiser la ville, la métropole, etc. Est-ce qu'en Auvergne, alors j'ai deux questions. D'abord, la première, c'est est-ce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu vois des initiatives, disons, locales, concertées, cohérentes, dynamiques au niveau d'une ville ou d'un département pour profiter de cette espèce de New Deal et puis, par exemple, combler des lacunes, des déficits dans une zone. Et la deuxième question que j'avais posée un peu à Marion Guillou sous une autre forme, on voit finalement apparaître là dans tous les acteurs que nous avons évoqués des personnes qui sont entre guillemets désignées par l'État. Mais quelle est la concertation ou si je puis dire la coordination ou l'entente avec la région finalement? Donc avec les représentants de la région, sachant qu'on a un conseiller de région qui est quand même assez dynamique, enfin qui se veut extrêmement dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et comment se passe est-ce qu'il y a une coopération fructueuse? Oui, alors là, c'est vraiment au cas par cas et il se trouve qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, oui, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges sur cette idée de partenariat vraiment locaux. Ici, il se trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Ça peut être entre une municipalité et l'État. Ça peut être une commune et l'État. Ça peut être une intercommunalité, un EPCI et l'État. Ça peut être plusieurs interlocuteurs, le département, la région et l'État. Donc après, il y a plusieurs contrats territoriaux qui sont mis en place et qui sont mis en œuvre et qui permettent d'abonder sur les compétences d'une collectivité des projets qui sont intéressants. Et ça, c'est vraiment très positif. C'est de voir ici comment faire en sorte qu'une municipalité qui a un projet intéressant, mais qui n'aurait pas les moyens complets pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, puisse bénéficier d'un supplément soit de l'État, soit d'une partie de l'État, une partie de la métropole, une partie de l'État, une partie du département, etc., de manière à ce que les projets puissent avancer. Et notamment dans le cadre de la relance, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. On a beaucoup parlé de la rénovation thermique des bâtiments publics de l'État. Il y aura aussi la rénovation thermique tout simplement des collèges à l'échelon départemental, parce que c'est les départements qui gèrent les collèges, les lycées à l'échelle régionale, puisque c'est les lycées les lycées sont organisés par les régions, voilà. Et donc là, à chaque fois, c'est l'État qui abonde aussi, et ça permet d'aller beaucoup plus loin, parce que l'État seul ne pourrait pas réaliser l'ensemble de ces projets, et chaque collectivité seule aussi non plus. Chaque collectivité seule. Oui, je pose cette question en fait dans la perspective, en fin de compte, de l'attractivité du territoire. Oui. Puisque en Isère, un des facteurs d'attractivité, c'est le tourisme, un peu l'agriculture, mais aussi la recherche, la technologie. En Haute-Loire, par exemple, il y a des choses à faire dans le tourisme. La Haute-Loire est très sous-développée en termes de tourisme. D'accord. Donc, il y a des choses à faire. Oui. C'est pour ça,
Est-ce que tu as en tête quelques exemples, disons, qui te paraissent particulièrement intéressants pour soit décloisonner, soit rendre plus attractifs certains territoires de la région ou même du département? Oui, oui, oui. Donc, par exemple, Je pose la question parce que ma famille est à cheval entre ah, ouais. l'Auvergne et le Rhône-Alpes. C'est pour ça, c'est Ah, d'accord. un Donc, peu égoïste, hein, local. peut-être. Oui, oui, d'accord. Oui, et donc il y en a énormément. Il y en a énormément des projets de dynamisme important où il y a un partenariat État et collectivité. Il y en a vraiment beaucoup. Là, ce sur quoi la ville de Grenoble, par exemple, réfléchit, c'est le fait d'être capitale européenne de l'écologie, capitaine D'accord. écologique européenne. Et ça, ici, ça pourrait être dans le cadre d'un soutien soit de la métropole, soit du département, soit de l'État. Après, ce sont des réflexions qui ont lieu en commun. Ici, c'est des réflexions aussi de choix politiques aussi, des choix politiques Oui. suivant les Sensibilité, oui. sensibilités de chacune des entités. Voilà. Et, je me remarque, Et est-ce qu'il pourrait y avoir des fonds européens, également une contribution européenne au jeu de cartes que tu présentes? oui, oui, oui. Déjà sur le plan de Notamment relance, sur le vert, quand on passe au Green Deal, etc. Enfin. Oui, déjà sur le plan de relance, déjà, il y a 40% qui est issu de fonds européens, déjà. Bien 40% sûr. sont issus de fonds européens, premièrement. Et puis aussi, par ailleurs, il y a beaucoup de soutien européen qui était au-delà du plan de relance. Il y a beaucoup d'aides de l'Union européenne qui abondaient des subventions de l'État ou des subventions des collectivités. Voilà, donc il y a aussi un partenariat avec l'Union européenne qui est important. Voilà. Après, ici, l'Union européenne est quand même attentive à ne pas doubler des mesures qui bénéficieraient du plan de relance de subventions supplémentaires, sachant que le plan de relance déjà bénéficie de subventions européennes. Voilà, donc ils vont pas doublement abonder, par exemple. Il y a une mesure, s'il y a un projet, ils vont bien vérifier que soit ce projet a été financé grâce au plan de relance et donc avec 40% européens, soit sur une subvention, mais pas les deux à la fois. Pour pas qu'il y ait un doublement. Samy, alors moi, j'avais aussi une question. Oui. Quand tu disais les chiffres tout à l'heure du nombre de bénéficiaires de la prime Rénov', etc., c'était en milliers. Donc, qui sont les bénéficiaires? Alors, est-ce que c'est des TPE, des PME? Et plus généralement, est-ce que vous avez déjà une idée de la taille d'entreprise, un peu des caractéristiques des entreprises qui bénéficient des mesures de relance? Et deuxième question liée, comment vous allez évaluer ou comment vous évaluez déjà l'impact en termes d'emploi, en termes de croissance des mesures déjà engagées de relance? Oui, d'accord. Donc, sur la première question, sur la prime Rénov', c'est plutôt à l'échelle des particuliers. Ici, c'est plutôt à l'échelle des particuliers. C'est plutôt les particuliers qui sont parmi les 2500. C'est un dispositif assez simple, ma prime Rénov', qui permet de bénéficier de subventions pour la rénovation énergétique soit du propriétaire occupant, du propriétaire bailleur ou du syndicat de copropriété. Voilà, c'est ça, globalement. Et puis, la deuxième question, c'était sur l'impact sur l'emploi. Ouais. Oui. Alors, donc l'impact sur l'emploi, il n'a pas encore été évalué à ce jour. C'est-à-dire que ici, vis-à-vis du fait qu'il y a eu 10% du plan qui a été utilisé, on ne peut pas vraiment avoir une visibilité sur l'impact macroscopique sur l'emploi. On peut quand même avoir une visibilité sur chacune des aides. Par exemple, sur le plan Un jeune, une solution, sachant qu'il y a eu 4000 aides versées pour l'embauche des jeunes, il y a eu 3000 contrats d'apprentissage, on peut voir que le nombre de contrats, par exemple, de contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, il est supérieur à ce qu'il était en 2019, sachant que 2019, c'était déjà une année où c'était un record, quasiment, le nombre de contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment sur chacune des mesures, voir quel impact ça a, vraiment, sur chacune des mesures. Maintenant, ici, il faut regarder l'impact macroscopique. Est-ce que cet impact va compenser les pertes d'emploi qu'il y aura par ailleurs? Parce que quand on voit qu'il y a eu 380 000 personnes qui ont bénéficié de l'activité partielle, il y en a quand même beaucoup qui vont pouvoir retourner au travail, qui sont déjà même retournés au travail, parce que
sur les 380 000, il y en a quand même une grande partie pour lesquelles c'était en mars 2020, en avril 2020, qu'ils avaient bénéficié de l'activité partielle et depuis, ils sont retournés ou qui ont eu une période d'activité en plus en novembre, mais qui sont retournés depuis au travail. Mais quand même, il y en aura parmi eux qui vont pas retourner malheureusement au travail ici. Parce qu'il y a eu moins 20% de faillites en 2020, notamment en Isère, il y a eu moins 20% de faillites d'entreprises par rapport à l'année 2019. C'est quand même un comble. C'est-à-dire qu'il y a une crise économique où on a moins 8,3% du PIB national, sur moins 8,3% de croissance, une récession quand même historique. Et pourtant, le nombre de faillites qui descend de moins 20%. Donc là, ici, c'est sûr qu'il y aura un contre-coup. Là, c'est sûr qu'il y aura un contre-coup. Et un contre-coup qui malheureusement va être quand même normalement, si on fait les calculs, qui va être quand même plus supérieur aux investissements sur la relance, au moins sur les premières années. Au moins sur au moins 1 ou 2 ans, on risque quand même d'avoir une hausse forte du chômage. En fait, il risque d'y avoir 3 contre-coups. Oui. Il risque d'y avoir le rattrapage des faillites, effectivement, qui n'ont pas été, des quasi-faillites qui n'ont pas été enregistrées parce qu'il n'y avait pas d'activité ou que on attend un petit peu, on met sous le boisseau. Le deuxième contre-coup, il sera lié à l'amortissement progressif des aides et des compensations de l'État, qui, s'il se fait trop tôt, eh bien, ça va créer une deuxième charrette. Et puis, il y aura peut-être un contre-coup d'une éventuelle crise financière ou d'un ajustement au niveau mondial, qui, lui, peut créer un troisième contre-coup. Et donc, ma question par rapport à ça, c'est, enfin, je pense que la réponse est en partie dans la question, les 10, 40 et 50% que tu évoquais, j'imagine qu'il y aura quand même des marges de manœuvre pour ajuster le tir en fonction de comment la situation macro évoluera. Alors, ça c'est pas moi qui déciderai des politiques économiques qui arriveront. Néanmoins, le plan de relance, je ne pense pas qu'il est le tenant et l'aboutissant de toutes les mesures économiques qui existeront et qui restera fermé. Bien sûr, il ne restera pas du tout fermé. Je pense que les mesures pourront être complétées par ailleurs parce que le plan de relance, c'est pas le plan de toute l'économie et de tout ce qui pourra exister dans l'économie en France dans les prochaines années. Non, ici, c'est une grande partie, c'est vraiment des mesures majeures avec des investissements majeurs, mais bien sûr, c'est pas la politique économique de la France, c'est une partie de la politique. D'accord. J'avais une question, pardon, Laurent, je suis arrivé un peu en retard, donc je te prie de m'excuser. Comment ça se structure par rapport, par exemple, au fonds aéro ou dans ta région, au fonds nucléaire qui est en train de se créer? C'est-à-dire, est-ce que c'est un des guichets en plus? Enfin, une boîte de la Nucléaire Vallée qui a un problème, elle vient te voir, comment ça se passe? Alors, les mesures, elles sont centralisées sur un seul site, sur le site France Relance. Donc, que ce soit une entreprise, une collectivité, une association en particulier, il va sur le site de France Relance et il choisit la mesure et puis après, il peut directement aller cliquer sur le lien et même commencer à composer son dossier. Voilà. Donc, ici, la personne ne va pas à la préfecture pour déposer un dossier. C'est vraiment, tout est en ligne et redirigé directement à travers une plateforme centralisée. Tout est redirigé vers le bon site correspondant à l'appel à projet. Notamment sur l'automobile, l'aéronautique, on a eu récemment plusieurs lauréats à Pont-de-Clair, à Grenoble, à Pont-de-Chéruy, à Vorep, 4 entreprises qui vont être aidées soit dans le secteur automobile, soit dans le secteur aéronautique, par exemple. D'accord, mais ce sont elles qui choisissent a priori l'endroit qui pourra les aider en fonction de leur problème. Est-ce que c'est un problème de trésorerie court terme ou de restructuration comme tu l'as décrit, ou est-ce que c'est un problème de je suis un peu coincé à l'export et donc comment vous pouvez m'aider à aller à l'export, etc. Oui, après le site est quand même assez bien fait, c'est-à-dire qu'il donne quand même beaucoup d'idées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce qui est intéressant sur la mesure, lorsqu'on va sur le site, c'est qu'il indique à quelle problématique la mesure répond. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que si on va sur une mesure, il dit si vous sentez que vous avez un problème de trésorerie, si vous avez un problème et à chaque fois, il y a marqué la mesure qui correspond en fait à ce problème. Et c'est ça qui est intéressant sur les mesures, c'est qu'il y a une explication initiale, une explication préliminaire sur pourquoi cette mesure peut être intéressante. En fait. Et ça permet de comprendre et de bien s'orienter.
Est-ce que Bertrand, vas-y. Samy, ouais, je voudrais juste revenir sur un petit point, parce on en a parlé, mais en creux, sur le décalage un peu étonnant de baisse de redressement judiciaire de procédure collective, alors même qu'on est en pleine crise, en plein défaut de demande et d'offres, etc. Et on sait par ailleurs, c'est juste pour le rappeler, que c'est fondamentalement lié au fait que beaucoup d'entreprises ont tiré sur le PGE, ont utilisé des PGE, sans les utiliser parce qu'il n'y avait pas dans une grande incertitude, on ne va pas investir si on ne sait pas ce qu'on fait. Par contre, on a le droit de tirer parce que c'est un droit français, c'est le droit du plan de relance. Donc, beaucoup d'entreprises l'ont fait. Et donc, au lieu d'avoir, ça explique largement, je pense, la baisse de 20% de redressement judiciaire que Oui. j'évoquais. Et comment ça va entraîner des procédures collectives en masse, point d'interrogation, selon la vitesse avec laquelle, ou la souplesse avec laquelle on passera de PGE à des prêts participatifs, et avec les amodiations, les modifications, les aménagements qui ont été en cours, qui se montrent de temps en temps, sur les moratoires, les franchises, les délais de remboursement, les allongements. Et on n'a peut-être pas fini cette histoire-là. Oui. L'État réfléchit en permanence au vu de ce qui lui remonte sur ce qu'il convient de faire. La preuve, l'État est embarqué régulièrement dans les soucis de cette pandémie qui ne cesse de créer des problématiques de trésorerie. Mais donc, on va pas forcément avoir une masse. On aurait pu avoir on pensait qu'on aurait un drame en mars 2021. On l'a pas parce qu'il y a eu un premier report, parce que les gens ont un report, et puis il y a un deuxième report avec maintenant probablement le souci d'allonger, de passer d'une durée totale de 6 ans à 8 ans, c'est de faire un allongement de la période de repaiement, parce qu'il est invraisemblable effectivement, si les choses durent, qu'on puisse rembourser la totalité d'un PGE en 4 ans pour respecter le délai préfixe de 6 ans. Donc tout ça, selon la façon dont ça va être géré, je pense, mais je le pose, c'est plutôt une question que j'ai dans ma tête, c'est qu'est-ce que tu penses toi de la façon que ça va entraîner des difficultés graves ou pas, au contraire lissées ou non, de toutes ces PME qui pour l'instant se portent bien, mais artificiellement. Oui, alors c'est pour ça que le plan de relance, il faut qu'il a démarré dès à présent, malgré le fait que le plan de soutien à l'économie se poursuit. Les deux plans ont lieu en même temps. Pourquoi les deux plans ont lieu en même temps? Parce qu'il faut qu'on puisse transformer l'économie pendant que justement on soutient cette économie. C'est-à-dire que on retarde en fait l'échéance des faillites, c'est-à-dire voilà moins 20% de faillites, de manière à ce que pendant ce temps l'économie puisse bifurquer et pivoter et arriver vers des secteurs qui sont porteurs, des secteurs qui sont durables, des secteurs de technologie, des secteurs écologiques, de développement durable, voilà, beaucoup de secteurs qui vont recruter prochainement. Et comme ça, par ailleurs, il y a aussi un grand impact, j'ai oublié de l'évoquer, sur la formation professionnelle. C'est très important qu'on ait énormément de formation professionnelle maintenant, parce que c'est vrai que un emploi qui n'était pas pérenne il y a 2 ou 3 ans, avec la crise, c'est vrai c'est peut-être un emploi qui a bénéficié de l'activité partielle, mais ça ne va pas être un emploi qui va être conservé pendant des années. Et l'objectif du plan de relance, c'est de trouver des secteurs, trouver des mesures qui permettent d'avoir de l'emploi pour la décennie qui arrive. C'est pas pour les 2 ou 3 ans et d'avoir un pic dans l'emploi juste pendant 2 ou 3 ans et que la bulle éclate en quelques années plus tard. Et donc, voilà, on a ces différents volets sur lesquels, voilà, l'objectif, c'est de préparer l'économie au retrait des mesures du plan de soutien. C'est ça, parce que voilà, les mesures du plan de soutien, elles arrivent. C'est une sacrée péréquation. Ouais, mais c'est une sacrée péréquation parce qu'il faudra effectivement essayer de construire des filières ou reconstruire ou relocaliser ou localiser des filières industrielles à valeur ajoutée française par construction. Mais il faudra que ça soit compétitif aussi, parce que c'est beau il faut relocaliser, mais il faut trouver le client. Il faut que le client, il faut que les futurs contrats, il faut qu'il y ait des commandes pour ce qu'on est en train de construire. Et ça, alors les baisses d'impôts de production jouent leur amortisseur dans le bon sens aussi, ainsi que tout un tas d'autres sujets. Mais le chemin va être long et quand même très, très, très complexe. Oui, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Moi, quand je vois les entreprises, il y a vraiment beaucoup d'idées. C'est énorme. Il y a énormément d'idées intéressantes et pas simplement qui sont loin du prototype, même parfois qui ont lancé des prototypes, etc., mais qui n'avaient pas le complément de moyens nécessaires, le coup de pouce qui permet vraiment d'aller jusqu'au bout de l'idée, en fait. Et c'est un peu ça l'idée du plan de relance, c'est
de profiter du fait qu'il y ait quand même dans les entreprises des idées, c'est pour ça qu'il y a ces appels à projets, ça s'appelle la manifestation d'intérêt, parce qu'on sait qu'il y a des idées. Et parfois, c'est juste que ces idées, elles n'ont pas le coup de pouce en termes de subvention qui leur permettrait d'aller plus loin et ensuite d'arriver vraiment à la construction de l'usine et le démarrage, en fait. Et c'est cette idée de coup de pouce de manière à ce que finalement, on ait un retour sur investissement qui est bien supérieur à la subvention qui a eu lieu. C'est ce qu'il faut viser. Ouais, voilà, mais après, bon, c'est Oui. sûr qu'il n'est pas évident, il y a une part de risque aussi. Oui. L'effet multiplicateur est en partie dans la cohérence de la logistique, de la chaîne logistique qui se monte. Oui. Au-delà de chaque intervenant qui sera amélioré ou assaini, je ne sais quoi, il faut que derrière, il y ait une chaîne logistique. Et cette chaîne logistique, on ne la connaît pas a priori, puisque l'activité, dans certains endroits, a été réduite. Il y a un grand pari. Un grand pari sur l'avenir. C'est ça. Est-ce que vous aviez encore d'autres questions? Parce qu'on arrive presque au bout de l'heure. C'est que le problème, c'est que c'est passionnant de poser des questions à Samir. Mais c'est vrai, parce qu'on essaye en général de tenir en une heure, mais si Bertrand, tu as encore une question, tu as le temps. Peut-être une question de curiosité professionnelle, mais sur ce que tu vois avec tes yeux, Samy. Est-ce qu'il y a nécessairement ce qu'on appelle des effets d'aubaine, qui en général, les effets d'aubaine ne sont pas qualifiés de manière très positive. On dit que c'est un effet d'aubaine, on profite d'un truc, mais alors qu'en fait, comme tu parles de coup de pouce, ce coup de pouce permet quand même à un certain nombre de dossiers qui ne pouvaient pas sortir, mais qui ne sont pas des dossiers neufs, qui sont des dossiers qui étaient en attente, de passer justement. Et est-ce que tu en vois une proportion significative ou mineure de dossiers qui ne sont pas ce que j'appellerais, des vrais dossiers liés au plan de relance, qui auraient pu se faire plus tardivement et qui profitent du train qui passe. Et en soi, c'est bien de toute manière, ça veut dire ce serait plutôt des effets d'aubaine très positifs. Est-ce qu'on peut parler comme ça ou qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, c'est sûr qu'il y a des effets d'aubaine plus ou moins importants suivant les secteurs. Voilà, suivant les secteurs, suivant les entreprises, il y a des projets qui, quoi qu'il arrive, allaient être lancés. Voilà, qu'il se soit par des subventions ou pas, l'entreprise avait ce projet et allait lancer le projet. Néanmoins, si on a la possibilité d'accompagner et d'aider même les accélérer, voilà, pour accélérer, pour faire que l'entreprise puisse aller plus vite et qu'elle puisse vraiment se comporter sur cette décision et d'avoir eu vraiment même le fait que le projet soit plus connu aussi, parce que lorsqu'elle est lauréate, elle peut même faire prévaloir le fait qu'elle a été lauréate de France Relance, etc. Donc tous ces éléments-là, ils font que finalement l'entreprise qui fait un projet, non seulement il va aller plus vite, mais il va peut-être recruter davantage de personnes. Il va peut-être recevoir davantage d'investissements privés, d'investissements étrangers parce qu'il sera plus connu. Et ça va être un effet de levier. C'est ça va être l'effet de levier. Et donc, au-delà de l'effet d'aubaine, ça peut faire un effet de levier qui est là, qui peut aller. C'est pour ça que j'ai un peu. Donc, tu confirmes que ces effets d'aubaine qui parfois sont pas bons au plan théorique puisqu'ils prennent de l'argent là où d'autres auraient pu en avoir besoin à leur place. Mais en fait, c'est de manière réputationnelle et de manière en accélération du temps, c'est très positif. Voilà, il ne serait pas sorti sinon, ou mal. Donc, oui. Et puis, les subventions, quoi qu'il arrive, c'est jamais 100%. C'est jamais 100% d'un projet. C'est en général 40%. C'est une part. Dans les 40%. Oui, ça peut être 20, 30. Parfois moins. Quand j'ai dit, par exemple, qu'Aledia a été aidé avec 5 millions d'euros, c'est sur un projet de 75 millions. Donc, 5 millions sur un projet à 75 millions, c'était pas une question de ces 5 millions-là, mais il va falloir qu'ils trouvent d'ailleurs beaucoup de financement supplémentaires parce que c'est vraiment pas suffisant pour arriver à 75 millions. Donc, ils essayent bon an mal an d'arriver au chiffre nécessaire. Mais en tout cas, si la part qu'on aura apportée, ça aura été un investissement qui, quoi qu'il en arrive, normalement, apportera un retour sur investissement sur au moins une décennie. Normalement, ici, c'est quelque chose de très probable, en fait. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il va quand même normalement être présent. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup de cette vision que tu nous partages. Oui, merci. Alors, on arrive presque au bout de l'heure, donc je voudrais te remercier, Samy, pour justement nous faire découvrir, enfin, certains des participants connaissent déjà plus que moi, mais moi, en tout cas, j'ai découvert ton action
des sous-préfets à Orléans, et je pense que ce serait intéressant que ça soit mieux connu. Donc voilà, à notre humble niveau, on va mettre la vidéo sur le site de la X, sur la chaîne YouTube de X-Urso, et j'espère que des X, d'autres X vont regarder et connaître, et peut-être ça va leur donner des idées et soumettre aussi des projets. Voilà, on te remercie beaucoup. C'était vraiment passionnant, bravo. Et comme je te disais en aparté au début, on est très fiers que des X aussi aient des postes comme ça, responsabilité, et voilà, soit les étendards de la communauté dans des postes comme ça à forte valeur ajoutée et visible. Donc, merci à toi. Félicitations pour ton poste, ton action. Donc, les prochains, vous avez peut-être déjà vu, donc il y aura Cédric Villani le 25 février, et avant, on aura Vincent Lebiez, qui est un X, qui a écrit un livre sur le lien science et philosophie, qui peut être éclairant aussi pour comprendre cette crise. Et puis, on aura Agnès Verdier-Molinier pour résoudre peut-être, ou donner son avis sur une question que, notamment, voilà, certains d'entre vous ont soulevé, c'est comment on va faire pour rembourser toute cette dette Covid. Et elle nous donnera... Voilà, ça va être peut-être la question des 5 C'est l'autre côté de la montagne. Ouais. Voilà, une question pas évidente. En tout cas, merci à tous, merci Samy, et puis très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci Samy. Merci à tous. Merci Laurent. Merci. À bientôt.